Paul Rose, c'est maintenant le 10e anniversaire de la crise d'octobre. Qu'est-ce que vous vouliez obtenir lorsque vous avez déclenché ces événements il y a 10 ans? Il faut dire qu'à l'époque, les moyens démocratiques étaient bloqués. C'est-à-dire qu'il y avait le règlement anti-manifestation de drapeaux. Il y avait aussi eu le coup de la Brinks, qui avait entravé son processus électoral. Et puis, il y avait eu aussi, il y avait régulièrement le saccage des comités citoyens, qui étaient, qui étaient le milieu de travail avec pignon sur rue, de politisation, de conscientisation. Or, ces processus démocratiques-là étant bloqués, nous, à un moment donné, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer à autre chose. Et puis ça, pour répondre exactement à votre question, notre but n'était pas de prendre le pouvoir comme on le laisse entendre. C'était quoi? C'était pas de faire un coup d'État? Non, un coup d'État, d'ailleurs, on était assez politiquement contre. On laisse ça aux militaires et puis à l'armée canadienne. Mais pour nous, c'était de simplement sensibiliser l'opinion publique à la question de la libération du Québec, qui était bloquée à ce moment-là. Paul Rose, en 1970, est-ce que vous aviez prévu que Pierre Elliott Trudeau ne céderait pas à vos demandes? D'abord, en termes de prévision, on n'avait pas prévu les mesures de guerre. Ça, c'était une chose. Vous n'aviez pas prévu ça? Non, on ne connaissait même pas l'existence de cette loi archaïque-là, qui date des années 1914, la Première Guerre. On n'était pas au courant de ça. Mais vous le saviez assez déterminé. Vous saviez que le chef du gouvernement, à ce moment-là, était assez déterminé. Pensiez-vous qu'il était pour libérer les prisonniers politiques, accéder à vos demandes? En termes... à l'intérieur, on ne savait pas exactement. Ce qui nous intéressait, c'est vrai que la libération des prisonniers politiques, pour nous autres, était extrêmement important. C'était quand même une continuité de ce qui avait précédé. Mais le point important, comme je l'ai dit tantôt, le point majeur, si on veut, c'était la sensibilisation de l'opinion publique ou de la population à l'idée de la libération du Québec. En 1970, Paul Rose, vous avez été avec Jacques Lanctot, un des leaders, vraiment un des chefs là, du noyau felkiste qui se réunissait au 5630 rue Armstrong. On vous décrivait pourtant comme un attentiste. Pourquoi ça? D'abord, je vais répondre à la première partie de votre question. Un des chefs, là, je pense que c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord et je pense que mes camarades aussi ne le seront pas. Ils vous décrivent pourtant comme le chef d'une cellule alors que Lanctot est chef de l'autre. Qui? Des membres du groupe. Oui. Écoutez bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a pu avoir un leadership, mais entre le terme de leadership et puis le chef, il y a quand même une différence. Le chef, c'est un statut. Ça, on était contre ça, puis c'était même une des raisons pour lesquelles on se battait, parce qu'on croyait quand même à la démocratie en termes de décision. Et puis, toutes nos décisions se sont prises de façon démocratique. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai pas toujours gagné mes votes. C'est-à-dire que ce à quoi vous faites allusion, je pense, c'est la décision de faire un enlèvement qui s'est prise, justement, par tout le groupe, rue Armstrong, et où on a passé ça au vote. Oui, et le vote a été serré à 5-4. C'est-à-dire qu'il y a eu une voix majoritaire pour faire les enlèvements à l'automne. Mais pourquoi vous étiez contre, vous? Il n'y a pas seulement moi qui était contre, il y en a quand même 4. Je ne veux pas vous dire les autres. Là. Mais... Pourquoi? Parce qu'on n'était vraiment pas prêt en termes d'organisation pour assumer des événements comme ça, pour pouvoir les mener à terme. Vous savez, c'était quand même suicidaire d'arriver et puis de faire des enlèvements comme ça, et puis de ne pas être capable d'en faire d'autres. C'est qu'à ce moment-là, ça menait à des ultimatums qui pouvaient être quand même dangereux pour les personnes qui étaient prises en otage. Vous espériez peut-être que le mouvement ait un plus gros financement avant de procéder à ces opérations-là? Il y avait ça, mais le financement comme tel, c'était une question aussi d'organisation. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des locaux, il fallait avoir
avant que ces événements-là arrivent, il y avait eu la ferme de La Rochelle, qui était une prison du peuple. Mais quand une cellule s'est fait démembrer au printemps... Ou en juin, après vous, dans les Laurentides. C'est ça. Il y avait un des membres de cette cellule-là qui avait sur lui un papier où il était indiqué le chemin de cette maison-là. Alors, à ce moment-là, il nous a fallu abandonner la ferme de la Saint-Anne-de-la-Rochelle. Vous étiez affaibli à ce moment-là. On était affaibli. Il y avait quand même 8 mois de travail dans cette ferme-là pour l'aménager et en faire un centre où on pourrait détenir des otages, plusieurs otages, dans les conditions quand même respectables. Le fait d'avoir simplement, par exemple, un local, une auto, et puis quelques moyens comme ça, en ayant perdu la prison du peuple, on n'était vraiment pas, c'était ma position à ce moment-là. Vous étiez pas personnelle. On n'était pas prêt en termes d'organisation pour faire les événements qu'on a appelés les événements d'octobre. Ça aurait peut-être dû être des événements de janvier. Quand on parle de cloisonnement, là, j'y ça veut dire reviens. qu'une cellule qui fait une opération ne doit pas divulguer ses locaux, Oui, ça, ses c'est moyens. ça, c'est dans les normes de sécurité. Mais disons qu'en gros, pour revenir à l'aspect démocratique des décisions qui ont été prises, là, on fonctionnait de cette façon-là. On se réunissait en groupe, on était tous ensemble, mais il n'y avait pas de cellule de formée. Bon. À partir de ces réunions-là, on déterminait des mandats. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, bien, il y a telle chose à faire, telle opération. Alors, à ce moment-là, on déterminait un mandat, et puis ceux qui étaient intéressés à faire telle chose, on faisait des votes, et puis il y avait des gens qui étaient enlignés, si on veut, vers une opération en particulier. Et puis à partir de ce moment-là, les ponts étaient complètement coupés jusqu'à ce que l'opération ait réussi. La rue des Récollets, vous saviez où c'est, vous? C'est-à-dire le repère de Cross. Non, ça, c'est un exemple de cloisonnement. Ouais, ça, c'est un exemple de cloisonnement. Mais, Paul Rose, il y a là un paradoxe, une contradiction, parce que vous-même, vous procédez à l'enlèvement de Pierre Laporte, oui. Et les gens de la rue des Récollets, c'est-à-dire la cellule Libération, connaît le repère de la rue Armstrong. Il a passé l'été, d'ailleurs. Oui. Connaît votre voiture. Oui. Il y a là une violation du mandat, c'est ça, du cloisonnement. C'est comme je vous dis, quand on n'était pas prêt pour faire les événements d'octobre en termes d'organisation. Bon. Parce que là, à ce moment-là, on est pris quand même avec une situation d'urgence. C'est qu'il est supposé d'avoir, d'après le communiqué numéro 1, qu'on a tous rédigé ensemble, d'ailleurs, vous savez. Bon. Le communiqué numéro 1, qui est assez long, et puis il est supposé d'avoir un diplomate américain et un diplomate britannique. C'était ça, le plan? Oui. C'est ça le plan. Tout le communiqué numéro 1 est fait en fonction de ça. L'exploitation économique, la domination économique du Québec, qui est présentée dans notre type d'action à ce moment-là par le diplomate américain. Et puis, il y a toute l'histoire coloniale du Québec, l'oppression, si on veut, politique au Québec, qui est d'origine britannique. Alors, avec ces deux personnages-là, on couvrait l'ensemble de la réalité québécoise. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu seulement qu'un Britannique d'enlever. Alors, à ce moment-là, ça pouvait facilement laisser l'interprétation assez facile d'amener à une question purement raciale ou tout comme ça. Alors, nous, il y avait toute la dimension sociale et économique qui était quand même drôlement importante dans le manifeste et dans le communiqué numéro 1. Pourquoi vous avez choisi Pierre Laporte comme otage? Bien, premièrement, c'est que nous, on s'est arrêté sur... D'abord, il avait été prévu d'enlever les diplomates qui étaient sur l'île des Sœurs. C'était notre position, parce qu'on le savait déjà exactement. On avait filé les allées et venues de ces gens-là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en revenant du Texas, et puis quand il s'est avéré que le gouvernement voulait pas céder au communiqué de l'opération Libération, à ce moment-là, on est allé à l'île des Sœurs. C'est-à-dire qu'on a voulu aller à l'île des Sœurs. On ne s'est pas rendu sur l'île des Sœurs parce que ça aurait été un risque sécuritaire trop grand, parce que les ponts étaient surveillés à la suite du premier enlèvement. C'est à ce moment-là qu'il nous a fallu penser à une solution de rechange. Et c'est là qu'il nous a apparu que Pierre Laporte
était peut-être l'élément le mieux placé. Oui. À ce moment-là, Pierre Laporte représentant tout ce qui avait peut-être de plus de droite dans le Parti libéral ou de réactionnaire, on pensait que l'aspect économique du communiqué numéro 1 du manifeste pourrait être remis en valeur plus facilement avec ça, avec lui, que... simplement avec le diplomate. Ou les diplomates, parce qu'il y en avait une couple. Il y avait entre autres le James Lecoux, qui était un diplomate américain, un consul qui était à l'île des Sœurs, et puis il y avait aussi une couple de diplomates de régime de droite et de régime militaire, dictature militaire. Auquel vous pensiez. Paul Rose, mais quels étaient vos rapports avec votre otage? Est-ce que c'était un peu amical, un peu conciliant, ou c'était carrément hostile? Non, il n'y avait pas d'hostilité avec les otages. On a quand même un respect pour une personne qui était placée quand même dans une situation difficile. On n'a pas essayé, par exemple, de passer un interrogatoire ou d'en arriver à des confessions? Oui, des choses comme ça. Non, ça, c'est complètement faux. Mais est-ce que tout ce que Pierre Laporte a écrit, il l'a fait volontairement, lui-même, sans être incité d'aucune façon. Ça, je peux vous donner ma parole. Est-ce que Pierre Laporte était un otage difficile? Non. Non. C'est pas vrai qu'il se débattait, qu'il cherchait constamment à s'en sortir? Non, moi, je n'ai pas vu, en tout cas, se débattre. C'est sûr que, moralement, il n'était pas dans les meilleures conditions. Tu sais. C'est lui qui avait dit qu'il ne faut pas négocier absolument la ligne dure. Puis quand il a été dans la situation de crosse, là, c'est là qu'il a dit il faut négocier. Puis après moi, ça va être un autre, et puis tout ça. Donc, moralement, il était assez défait. Mais je ne pense pas, pour répondre exactement à votre question, qu'il y a eu de l'agressivité ou qu'il y a eu un interrogatoire de part et d'autre, non. Mais lors de la mort de Pierre Laporte, vous étiez pas là? Vous étiez dans la planque de la rue Queen Mary? Écoutez, moi ma position a toujours été celle-ci, c'est que, en ce qui concerne la mort de Pierre Laporte, c'est une question de solidarité qui lie tous les membres de la cellule chez nous, du FLQ. Ça, c'est un point que j'ai dit à mon procès, j'ai soulevé à mon procès, et puis que je soutiens encore aujourd'hui et que je soutiendrai dans 10 ou 20 ans, parce que, politiquement, personne d'entre nous avait à en vouloir plus à l'individu Pierre Laporte que personne d'entre nous en voulait plus qu'un autre. À l'individu Pierre Laporte, c'était quand même une situation où c'était une décision collective, l'enlèvement de Pierre Laporte, et du moment que l'enlèvement a été décidé et pris, à ce moment-là, tout ce qui pouvait en suivre, c'était quand même la responsabilité du FLQ. Il reste quand même que vous prenez ça sur votre dos. On le prend tous sur notre dos, ça fait quand même 10 ans. Ce que les tribunaux... Vous le prenez plus que les autres. Non, on le prend tous sur notre dos. Ce que les tribunaux ont décidé, ça, c'est leur affaire. T'sais. Ce que la Cour de la Reine, elle, a décidé, ça leur regarde. Ce que nous autres, on n'appelle pas justice, entre autres. Mais nous, en termes de militants, on est quand même là avec une certaine solidarité et c'est ce qui compte le plus pour nous. C'est quand même, on n'a quand même pas procédé à ces événements-là pour des motifs personnels. Bon, à ce moment-là, pourquoi il y en aurait parmi nous qui seraient plus coupables que d'autres face à ce qu'on appelle la justice ou la cause bande d'arène, puisqu'on parle en son nom? Mais parce qu'ils ont posé le geste, c'est parce que c'est de leur main que Pierre Laporte est mort et non pas de la vôtre. Ah, écoutez, là, ça, c'est ce que vous êtes d'après le rapport Duchesne. Moi, je vous le maintiens et je le dis, c'est une question de solidarité. Et qu'est-ce qui est arrivé en 70 relativement à la mort de Pierre Laporte? C'est une question c'est le FLQ qui a tué Pierre Laporte, mais quant à savoir qui a fait quoi dans le FLQ en rapport avec la mort de Pierre Laporte, ça, c'est une question de solidarité. Donc, on n'est quand même pas... je veux quand même pas embarquer dans le jeu d'aller aux polices et puis d'arriver dans les petites affaires sensationnelles. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est le FLQ qui a tué Pierre Laporte. C'est le FLQ qui est responsable de la mort de Pierre Laporte. Et quand je dis le FLQ, on parle de la cellule Génie. Paul Rose, après 10 ans quand même vécu en prison, vous voyez tout ça, là, on a un certain recul. Avez-vous des regrets? Face aux événements comme tels, non. Je vais vous dire bien franchement, c'était quand même des choses au niveau des motivations qui nous ont amenés. C'est sûr qu'on a mis bien gros là-dedans. Les meilleures années de votre vie, quand même. Les meilleures années, mais écoutez, il ne faut pas chialer non plus. Les 10 années que je viens de faire, c'est quand même une expérience dans la vie d'un homme
que de faire 10 années de prison. C'est pas correct, c'est pas gai d'être enfermé en cellule, par exemple, 23 heures, 24 heures par jour pendant 2 ans et plus, ou d'être dans les conditions qui sont pas tellement stimulantes. Je suis d'accord que c'est pas tellement gai, mais ça en demeure, c'est quand même une expérience de la vie que je calcule pas comme être perdue. C'est vrai qu'on a tous investi là-dedans, on a tous investi au niveau de la liberté, on a mis notre liberté en vie, en jeu, mais... Ça vous donne pas lieu de regretter parce que quand même la société a le temps évolué à cause des événements d'octobre, puis vous avez payé cher. Oui, mais écoutez, quand on s'est battu à ce moment-là, les moyens démocratiques étaient bloqués. Les voies démocratiques étaient bloquées.